vient de recevoir le prix Arcman-Chatrian pour le Gam-la-Combe. Alix Sylvestre est notre invitée dans Délivrez-vous. Bonjour Alix. Bonjour. Je suis ravie d'être avec vous et en plus d'être accueillie chez vous. Donc merci beaucoup. Et finalement d'être chez vous nous dit déjà beaucoup, je crois, de vous. On a l'impression de rentrer, je crois qu'une maison c'est un peu ça, enfin j'espère que pour beaucoup, c'est un peu comme rentrer à l'intérieur un tout petit peu et de la tête et du cœur et de l'estomac peut-être aussi, en tout cas d'en savoir un petit peu. Alors avant qu'on démarre, j'ai un peu observé et je me suis dit, il y a déjà une première chose qu'on voit quand on arrive ici, c'est qu'on est avec une créatrice, avec quelqu'un qui aime créer, qui aime raconter des choses, qui aime les couleurs. On le voit à votre façon d'être habillée, on le voit avec toutes ces couleurs de tableaux au mur. Et on voit que vous aimez la nature, il y a des fleurs, il y a des couleurs, etc. etc. Est-ce que je me trompe en disant que ça vous ressemble beaucoup et qu'on rentre un petit peu à l'intérieur de votre tête ? Ça me ressemble beaucoup. C'est chargé, garni, surchargé, mais je ne peux pas faire autrement. C'est mon intérêt pour les livres, c'est mon intérêt pour les tableaux colorés. Et puis, je me suis souvent mise aussi sur leurs traces. Et j'ai peint. Et surtout, comme je ne dessinais pas très bien, j'ai découvert une technique qui me va. Je découpe des petits bouts de papier et je compose mes dessins en y allant par petites touches et en les assemblant. Et ça me permet aussi, je colle ces petits bouts et ça me permet éventuellement le lendemain de les décoller, de recoller, et jusqu'au moment où le tableau est parfait. Alors, je n'ai pas commencé par le démarrage habituel qui est de présenter. Alix, vous êtes journaliste, vous avez très longtemps écrit à l'Est républicain, vous êtes écrivain pour la jeunesse, mais aussi pour la littérature généraliste, pour les grands, on va dire. Vous écrivez aussi des contes. Donc pendant très longtemps, vous avez mené de front les deux écritures. L'écriture journalistique, et une écriture plus de faits, peut-être plus froide encore, je ne suis pas convaincue pour tous les journalistes, et peut-être même pas pour vous d'ailleurs. Et puis cette écriture plus de l'imaginaire. Comment vous avez fait pendant de longues années pour finalement naviguer entre les deux, les faits, la réalité, le réel et l'imaginaire? Pour que le cheminement soit cohérent, j'ai écrit pendant toutes les années où j'ai été journaliste pour les enfants, pour la jeunesse. Et le point commun, c'est écrire pour être lu. Le commandement des journalistes en école de journalistes. Écrire clairement, énoncer les choses. Donc c'était ce qu'on demandait aux écrivains jeunesse. Et mais l'écriture jeunesse, c'est contrôlé, mais c'est dans le journalisme aussi contrôlé. Et donc, quand j'ai été en retraite, j'ai cessé d'écrire pour les enfants, la jeunesse, parce que je voulais passer à un autre stade. Je voulais ne plus me censurer, je voulais puiser au plus profond de moi, je voulais éventuellement choquer, désespérer. Et donc cette écriture de roman, elle me libère complètement, elle m'emmène loin, elle m'emmène très loin, même là où je n'avais pas prévu d'aller. On va parler le désir et d'autres choses qui sont dans le dernier roman, qui vous a valu, qui vous vaut le prix Arcman-Chatrian. L'annonce a été faite en novembre dernier, c'est bien ça? Oui. Consécration, j'imagine, pour vous, reconnaissance du travail au long cours aussi, et puis quelque part ça vous inscrit dans une lignée d'écrivaines, d'écrivains, de personnalités du Grand Est. Est-ce que vous, effectivement, ce prix Arcman-Chatrian, pour vous ça a été une vraie reconnaissance? Oui, jusqu'à présent, mes livres allaient vers un cercle d'initiés, d'amis. Pour le deuxième, le troisième, il y avait
quelques personnes qui par hasard avaient entendu dire et l'achetaient, mais quand même ça restait très confidentiel. Et en particulier le dernier, parce qu'il y avait un quiproquo, je pense. On s'imaginait à tort que c'était un roman sombre sur un malheureux SDF perdu avec son chien, voilà, alors qu'il y a bien d'autres choses dans le roman. Et donc, à partir du moment où il y a eu le bandeau, j'ai vu la différence. J'ai vu la différence sur les salons, j'ai vu la différence. Alors oui, c'est une vraie reconnaissance. Alors effectivement, pour ce roman, qui est loin d'être un roman sombre, même s'il aborde des choses difficiles de la vie, qui aborde la marginalité, mais c'est plutôt un roman qui est moi je trouve une ode à l'amour, à la nature, à une espèce de regard quand même sur la société, avec un peu de recul, un peu sur le monde d'avant, le monde tel qu'il peut devenir. C'est un roman qui campe une personne qui est un peu à la marge, voilà, de la société, qui aime les livres, qui aime lire et qui aime la nature, et qui va petit à petit, peut-être ou pas, trouver l'amour. Est-ce que ça va si je le dis comme ça? C'est très rapidement résumé. C'est un homme qui est à la marge, mais qui a des provisions, des bagages culturels. Il a la poésie, et d'ailleurs en exergue il y a donc quelques vers de Rimbaud. Il a la poésie, et même quand il est seul, au plus bas, il a ses livres. Il a ses livres, il essaie d'écrire, donc il se projette d'une certaine façon. Et il est relié au passé et au futur. Et c'est vraiment ce qui va le sauver, en fait. J'ai 2 bons restes dans ma vie antérieure de garçon civilisé. Je possède 2 livres. Mon bouquin de chevet, Les Fables de La Fontaine. Je les lis parfois à voix haute. Je les sais presque toutes par cœur. Vantard, il y en a des centaines. L'autre bouquin, Une saison en enfer, vous l'avez dit, Rimbaud, je l'ai étudié naguère, etc., etc. La poésie, écrivez-vous, Alix, par la voix de ce jeune homme, la poésie, c'est un peu comme les toiles d'araignée. Certains les détruisent sans rien y comprendre et d'autres les regardent comme des chefs-d'œuvre. La poésie me convient. C'est vous qui parlez, c'est vous qui pensez ça de la poésie, Alix. On vous trouve là-dedans. La poésie nous élève au-dessus des contingences matérielles, au-dessus de la liste de courses. La poésie, c'est dire des choses mais qui ne servent à rien pour la plupart des gens, mais qui vous élèvent, qui vous permettent d'atteindre un autre monde. Le monde du rêve, le monde qui fait qu'un être humain est plus que quelqu'un qui mange, qui va faire ses courses, quelqu'un qui a besoin de réalités impalpables. Mmh. Donc il a quelques restes, comme vous dites, qui lui permettent d'exister. La poésie est là, et puis il va rencontrer des gens qui vont lui permettre aussi d'exister aussi et de pallier ce manque d'argent ou ce manque de choses. Il y a le titre quand même, parce qu'il faut qu'on parle du lieu dans lequel il va habiter. Quel est ce lieu? Décrivez-le nous. Il nous donne la définition dès le départ de ce lieu, ça montre l'importance. C'est ce qu'on appelle un petit coin perdu, paumé, un lieu dans l'Ain. Il y a de jolis petits coins sauvages, pas du tout à la mode dans ce département. Et j'ai eu l'occasion d'y aller. Et voilà, c'est la petite maison dans la Combe qui est le point de départ du roman. J'y étais, c'est parce que mon fils, en promenant la chienne, m'avait emmené là et m'avait dit « tu rencontreras là un personnage qui va t'intéresser ». Il m'a raconté son histoire. Et puis nous sommes arrivés et le personnage n'était pas là, la maison est toute fermée et chaque fois qu'on y est retourné, il n'était plus là. Donc l'histoire, mon fils me l'a racontée à grands traits et moi j'ai été obligée, et merci pour l'obligation, d'inventer le reste. Ça veut dire que si vous l'aviez rencontré, ce personnage, cet homme-là, peut-être qu'il n'y aurait pas eu de livre, peut-être que vous n'auriez pas imaginé son histoire. J'aurais été gênée parce que faire de son souci à lui de vérité, comme quand on interviewe les gens dans un journal, pour le journal, voilà, il y a le souci de respecter sa vérité. Et donc là, je suis entièrement libre, j'étais entièrement libre, et ça, c'était une grâce. Et j'ai pu justement
le modeler à partir d'autres rencontres, à partir d'autres confidences. Alors on en rencontre d'autres, effectivement, il va faire des rencontres. Il y a aussi une histoire d'écriture, parce qu'il y a un livre qui est en train d'être écrit, voire même 2 livres. Moi, je me suis fait la réflexion que c'était aussi presque un conte philosophique sur la société d'hier et de demain. Il y a des réflexions sur le monde de demain tel qu'il peut devenir, ce monde où on ne peut plus claquer la porte de rage parce que ça devient silencieux et qu'on ne claque plus les portes parce que ce sont souvent des portes qui s'ouvrent toutes seules. Est-ce que ça vous convient si je dis conte philosophique sur la société ? Je suis, oui, très, très flattée de cette appellation, conte philosophique. Moi qui écris des contes, voilà, un conte, il permet de s'éloigner de la réalité, mais pour dire plus que la réalité, pour dire plus profond et pour parler en fait à tout le monde. Et effectivement, dans ce conte, on a un malaise, qui est montré, un malaise dans la société, et en même temps une résurrection, parce que dans la vie d'un SDF, il y a de mauvaises rencontres, mais après, dans l'autre vie, il y a des personnages qui vous tendent la main, qui sont bienveillants, et donc c'est le cas de ce copain qui l'a aidé à passer ses jours de solitude, et c'est le cas aussi de la libraire quand il va faire son retour dans la vie civilisée, qui va le materner, et j'ai pris un soin particulier à décrire cette libraire. Alors vous en décrivez d'autres, il y a cette libraire qui lui permet de travailler, mais vous en décrivez d'autres, notamment à Nancy et Strasbourg, qui n'est pas piqué des hannetons non plus. Et il y a aussi comment, à un moment donné, sur, encore une fois, un souvenir du passé, on peut trouver un emploi ou rencontrer quelqu'un, parce que cette libraire est particulière aussi. Il y a une histoire d'avant, il y a un souvenir d'avant, il y a aussi une histoire d'amour. Moi, je trouve aussi que c'est un livre d'amour. Vous racontez le désir, vous racontez la rencontre, et vous racontez aussi comment à un moment donné on peut ou pas être avec quelqu'un. Est-ce que ça aussi, ça vous va? C'est ma lecture. Oui, absolument. Il est dans le chagrin d'avoir perdu Marie, qui a éliminé son adolescence, et il est dans toujours l'espoir de la retrouver. Et puis voilà, donc je ne vais pas tout dévoiler, mais peut-être qu'on ne peut pas à tout prix refaire son adolescence, retrouver cet amour-là lumineux. Peut-être qu'il faut parier sur un autre. Mais quand on arrive vers un autre amour, on est chargé du poids des expériences précédentes, on est chargé de tout ce qui a été lumineux, mais de tout ce qui est lourd à porter. Et donc mon héros, on le voit bien, c'est pas quelqu'un qui fonce, c'est quelqu'un qui hésite, qui pèse, et qui par moments fait demi-tour parce qu'il dit « Oh non, 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 j'y arriverai pas ». Est-ce que la vie, ça peut être comme dans une librairie, un moment où il raconte comment il a... pour celle qui était venue chercher un livre d'Agnès Le Dig, il a réussi à lui faire acheter plutôt un livre de Leila Slimani. Je me dis finalement c'est ça aussi la vie, on est en quête de quelque chose et on repart avec autre chose. On a envie d'aller vers un chemin mais finalement on prend un autre chemin. Est-ce que ce parallèle-là peut se faire ? C'est vrai, et donc il est un libraire absolument original en ce sens qu'il sait discerner la personnalité des gens qui arrivent et il sait le livre qui va leur convenir. Et ça, c'est vraiment un grand professionnel, mais en fait, il ne l'a pas appris, ça, c'est son tempérament, c'est sa sensibilité de poète. Qu'est-ce que ça représente pour vous une librairie, depuis toute petite, Alix ? Alors, depuis toute petite, c'est un lieu magique, et c'est d'autant plus magique que j'ai été élevée à la campagne et que la première librairie marchand de journaux était à 10 km, mais je me souviens exactement de l'odeur des lieux. Et il y avait très peu de livres, il y avait surtout des journaux et tout ce qu'on trouve dans ces petites boutiques de petites villes de province. Et moi, je regardais les livres, et donc je me souviens très nettement d'un livre que j'avais pris bien au-dessus de mon niveau, ça s'appelait Fermina Marquez. Et j'étais en mal de lire parce que justement, je n'avais pas tout ce que les enfants d'aujourd'hui ont à leur portée, la bibliothèque toute proche, la librairie bien achalandée avec des auteurs qu'on invite. Je n'ai pas eu tout ça. Et je dis toujours à ma petite fille, en matière de plaisanterie, si j'avais eu tout ce que tu as, tous ces livres, si j'avais eu toutes ces rencontres, si j'avais eu, si on m'amenait faire de la poterie, de l'art,
mais je serais devenue quelqu'un d'extraordinaire, mais je serais peut-être même devenue une écrivaine célèbre dans ma ville. Et elle rigole. Il raconte que tout petit, toutes les histoires pour lui étaient vraies à partir du moment où elles étaient écrites. Il rêvait même que sa mère invite Robinson Crusoe, elle n'a jamais voulu. Est-ce que vous, c'était pareil? Est-ce qu'il y a eu cette envie et est-ce qu'il y a eu ce mélange entre réalité et imaginaire? Est-ce qu'à partir du moment où c'était écrit, c'était la réalité? Je ne mélangeais pas, mais vraiment j'aurais rêvé, oui, à inviter Camille, des petites filles modèles, chez moi, parce que c'est la comtesse de Ségur, mon premier amour. Et c'était dans un livre dans la toute minuscule petite bibliothèque de mon école primaire. C'était juste une petite armoire. Et donc, le premier livre que j'ai écrit, que j'ai lu, c'était Mémoire d'un âne. Parce que moi, petite fille de la campagne, je me suis dit, ah là, c'est peut-être pour toi, tu connais les animaux. Et j'ai lu Mémoire d'un âne. Les aventures de Cadichon m'ont fascinée. Et après, ça a été l'ouverture vers tous les livres de la comtesse de Ségur. Et puis après, bien sûr, j'ai grandi. Est-ce qu'on peut dire que lire des livres, on contribue à votre destin de journaliste, d'écrivaine? Est-ce que c'est à ce moment-là, est-ce que c'est la découverte de ce monde-là qui a fait votre destin à vous? Dès le plus jeune âge, dès que j'ai pu l'exprimer, j'ai dit à ma mère, je serai ou journaliste ou écrivaine. Ah oui, carrément. Non, je disais écrivain, parce qu'on ne disait pas écrivaine. Parce que je pensais qu'il fallait choisir. Par la suite, j'ai compris que c'était la même chose. Ce qui m'intéressait, c'était de traduire en mots la vie. Et ça, dès l'école primaire, j'ai su ça. Et ma mère me disait, tu as bien raison. Maintenant, vous dites écrivaine. Oui. Oui. Quel regard portez-vous sur tout le parcours qu'ont dû avoir les femmes, les combats féministes? Ça vous parle et de quelle manière? Oui, ça me parle beaucoup. J'ai pris le prénom d'Alix, c'est mon second prénom, c'était le prénom de ma grand-mère, c'était le prénom d'Alix Leclerc qui a créé la première école pour les filles pauvres. Et Jules Ferry lui rendra hommage 2 siècles plus tard. C'est la première école pour les filles. Et puis bien sûr, et là je suis associée, et avec mon titre d'Erckmann-Chatrion, à la commémoration du bicentenaire de la naissance de Julie Victoire d'Aubier. Donc née en 1824, décédée en 1874, et qui est la première bachelière de France en 1861. Une femme incroyable. Incroyable. Et donc, je me suis dit, mais comment, en vivant, en étant née là-bas, à Bain, en vivant à Fontaine-le-Château, comment on peut avoir un tel projet et puis donc ces cérémonies de commémoration vont être l'occasion de parler de Julie Victoire d'Aubier et même au niveau national. Il y a des associations déjà qui s'y intéressent. Forcément, c'est la première de France. Et non seulement elle a eu son baccalauréat, la première, mais elle a été aussi la première licenciée de lettres. À l'époque, on n'avait pas le droit, nous les femmes, d'aller en cours à la Sorbonne. Mais ils avaient oublié de verrouiller le fait qu'on pouvait quand même se présenter. Et elle, en autodidacte dégourdie, elle a passé et elle l'a eu. Et c'est une femme qui n'est pas restée dans les Vosges, justement, qui a illuminé les combats qu'ont menés Jules Ferry pour l'éducation des femmes, l'éducation de tous les enfants, y compris ceux des campagnes. Donc c'est important pour vous et vous avez écrit donc un texte sur elle et vous ferez la lecture de ce texte. Pour revenir sur ce livre-là, on parle effectivement, c'est l'histoire de ce SDF et qui va se réinsérer, c'est le mot qu'on utilise maintenant. Mais il y a des femmes qu'on croise, il y a plusieurs femmes qu'on croise, il y a cette libraire qu'on croise, il y a aussi des jeunes femmes qu'il va rencontrer, qu'il va aimer, moins aimer, désirer. Et il y a tout au début, on croise juste une vieille dame qui va lui permettre de venir boire un café chez lui, lui offrir 3 gâteaux, et qui va être pressée qu'il s'en aille parce que, écrivez-vous, putain, je lui fais pitié, elle vient juste de s'acheter une bonne conscience en se délestant de quelques biscuits et croquettes pour son chien, le chien s'appelle Soi, et maintenant on me prie de déguerpir, m'a mis à son émission de jeux débiles à mater. Je voulais qu'on s'arrête là-dessus parce que c'est ce que je disais aussi sur le côté un peu philosophique de ce livre-là et de réflexion sur la société. Cet achat de bonne conscience, mais à tout âge, là il se trouve qu'elle a un certain âge. Mais qu'est-ce que vous voulez nous dire par là qu'est-ce que ça dit? Je voulais peindre un tableau qui n'était pas tout le monde est beau, tout le monde est gentil, tout le monde lui tend les bras.
Je voulais parler de sa méfiance. Je voulais dresser le tableau le plus juste possible. Cette vie avec ses épines et puis ces erreurs qu'on fait parfois sur les gens, justement en les cadrant. Elle est vieille, elle va regarder son émission, elle ne se soucie pas de moi. Et comme le boucher, il a fait aussi ce boucher-là qui est gros et il ne s'intéresse pas à moi. Et en fait, le boucher sera un homme parfaitement aimable. Par la suite, il le découvrira. Et disons que la misère, le fait d'être au banc de la société, donne des complexes, je crois, et une frustration et une certaine agressivité dont il va se départir. C'est ça, dont il va se départir. Je trouve ça très intéressant, ce regard-là et ce recul-là. Et ce livre est presque important aussi sur notre façon à nous, après, de regarder la société dans laquelle on vit. On se dit aussi qu'on a quand même bien du mal à vivre ensemble, malgré tout. C'est un roman, bien sûr, mais il y a de ça, il y a du mal à se comprendre les uns des autres, et des deux côtés. Je voulais vraiment qu'on sente cela, parce que c'est dans la vie. Par exemple, il a une mère qui est aimante, mais qui l'a mal aimé, et lui aussi l'a mal aimé, puisqu'il ne lui a pas donné de nouvelles pendant très longtemps, et qu'on peut imaginer son inquiétude de mère. Et j'ai particulièrement soigné cette scène où il retrouve sa mère. Et on sent là tout ce qui a été raté, toutes les failles, et en même temps, on sent l'amour qui demeure. Et lui a peur d'être dans une vie rangée. C'est ça, il a peur d'une vie rangée, marié avec un enfant, dans un endroit totalement rangé. C'est de ça dont vous parlez aussi, cette peur-là, de la normalité presque. Plus rien à inventer, oui. Qu'on lui présente sa vie à 40 ans, quand il voit se profiler, peut-être que la librairie sera à lui, il a peur, il se voyait plutôt en nomade. C'est quelqu'un qui veut s'enrichir de chaque rencontre, mais c'est un être, il n'a pas choisi d'être comme ça, il est comme ça, et on peut si on se réfère à ses origines, il n'a pas eu de papa, et ça crée une fragilité chez lui. Je suis arrivée à destination nulle part, dit-il au début, mais avec un curieux sentiment d'être raccord à mon destin. C'est quoi être raccord à son destin, Alix Sylvestre? Là, Pour vous. Oui, nulle part. Alors, nulle part, c'est partout, en fait. On n'est pas assigné à résidence quelque part, tout est à inventer. En fait, c'est ça, ce personnage. Il se réinvente à chaque fois, il cherche l'amour, mais il a une haute conception de l'amour, et les flirts, les aventures sensuelles qu'il a ne le satisfont pas. Et il espère toujours la chance d'un amour, d'une compagne, mais en même temps, il en a très peur, compte tenu de ce qu'il sait de la vie, des échecs, compte tenu du fait qu'on a tellement de mal à se comprendre entre hommes et femmes. J'ai pris l'habitude de parler aux arbres et ils me répondent en agitant les branches, les grandes pour les consonnes, les petites pour les voyelles. Est-ce que vous parlez vous aussi aux arbres? Oui, je m'appelle Sylvestre. Et la forêt a beaucoup d'importance pour moi. La forêt, c'est mythique, la forêt, c'est le lieu du rêve. Et parfois, ça m'arrive encore d'avoir cette idée un peu curieuse. Oh, je me dis, je voudrais finalement vivre dans une cabane dans la forêt. Mais je sais bien que j'aurais peur, mais en même temps, je voudrais bien avoir un peu peur. Comme nous tous, finalement, c'est des fantasmes qu'on a tous, finalement, à se faire un petit peu peur. Quel est ce livre que vous avez entre vos mains? C'est un petit carnet, j'ai toujours des petits carnets. Et ça, c'est un petit carnet qui m'a été offert, qui vient du Maroc. Et ma chienne en a dévoré un petit bout. Ah ben voilà, ça ne m'étonne pas. D'ailleurs, vous avez un proverbe arabe. Vous ouvrez le livre avec un proverbe arabe. Ne demande jamais ton chemin à quelqu'un qui le connaît, tu risquerais de te perdre. J'aime beaucoup, oui, cette phrase. Et on peut trouver une contradiction et dire mais non, c'est pas vrai, c'est le contraire. Et pourtant, voilà, s'égarer, c'est source de richesse. On découvre des trésors qu'on n'avait pas cherchés.
Je viens de poser mon petit café sur un livre qui était posé là, un livre de Feurat Talani. C'était son premier roman, un journaliste aussi qui raconte l'histoire de son père. Je me souviens de Fallujah. Quels sont les autres livres que vous lisez en ce moment, ou peut-être un ou deux livres qui ont été aussi déterminants pour vous? Et on a compris, il y a Rimbaud, il y a les fables de La Fontaine aussi, mais quoi d'autre? J'essaie de lire des livres qui m'éloignent parfois de moi. C'est-à-dire, voilà, un auteur, il n'est pas né dans les Vosges, il n'a pas ma vie. Et donc, j'essaie de voir ailleurs, oui, comment on pense, comment on écrit. Et donc, j'ai lu récemment Schlink, La petite fille. Et j'ai relu, je l'avais vu en film, Le Liseur. Et j'aime bien aussi de découvrir un autre univers. L'Allemagne, cet écrivain est un Allemand qui connaît bien le mur, la chute du mur et tout ce qui s'est passé avant. Et voilà, j'aime bien découvrir des univers. Et puis, bon, j'aime bien lire ce qui me ressemble un peu. Et ce qui me ressemble, c'est bon, du romanesque, effectivement, comme Sylvain Prudhomme. De temps en temps, j'aime bien relire les classiques qui m'avaient enchantée. Par exemple, Daphné du Maurier. J'étais une petite adolescente qui adorait Rebecca de Daphné du Maurier. Et j'ai fait mon mémoire de maîtrise sur François Mauriac. Et donc, ça avait été un enchantement. Après avoir lu les classiques quand même qui datent, qui sont difficiles à lire, de trouver un auteur qui écrivait tellement bien et qui avait déjà une écriture moderne, sobre. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard si François Mauriac était aussi un journaliste. Ah ben voilà, c'est noté. Puis bien sûr Rimbaud, qui ouvre ce livre, qui est dans le livre aussi. La poésie, j'imagine que vous aimez particulièrement aussi. Vous écrivez de la poésie aussi, vous, Oui, Alix? j'écris de la poésie. Et j'ai un certain nombre de poèmes pour les enfants aussi qui sont écrits. Oui. Est-ce que vous connaissez les fables de La Fontaine par cœur? Quelques-unes aussi? Pas par cœur, mais j'aime particulièrement la fable des deux pigeons qui s'aimaient d'amour tendre. Et là, vraiment, la philosophie, c'est de la philosophie. L'un d'eux s'ennuyait au logis et bien mal lui en prit. Merci beaucoup, Alix. Merci beaucoup à vous.